Bonjour, donc j'ai décidé de vous présenter, associé au montage FlexFuel sur le véhicule, la partie électronique et programmation sur le calculateur E38, qui équipe les Cadillac Escalade et qui équipe aussi d'autres véhicules qui ont été fabriqués dans les années 2000. Le E38 qui est un calculateur, je vous en ai déjà parlé sur un autre post sur le forum, c'est un calculateur qui est entièrement paramétrable. Merci les Américains pour ça. Le logiciel HP Tuner que j'utilise n'est pas le seul sur le marché, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi EFI Life par exemple qui fonctionne très bien aussi, donc c'est juste un choix. Ce logiciel donc permet d'accéder à l'ensemble des paramètres du calculateur qui va gérer donc la partie moteur, et on a accès aussi à la partie transmission puisque la transmission automatique est équipée aussi d'un calculateur, et ce calculateur est accessible également par ce logiciel. Comme vous le voyez sur l'écran, on a la partie moteur et en dessous la partie transmission. Donc ce qui est intéressant, ce qui va nous permettre aussi d'optimiser les paramètres de transmission. Vous allez voir qu'il y en a quand même une tartine. Voilà, donc c'est pas le but de la vidéo, puisque le but de la vidéo c'est de vous montrer qu'est-ce que j'ai modifié pour activer le FlexFuel. Ce qui est très intéressant à voir, donc là j'ai chargé dans le logiciel le fichier qui correspond à l'ensemble des paramètres moteur et boîte de vitesse de mon Escalade. Donc c'est les paramétrages d'usine du 2007 qui n'est pas équipé FlexFuel. Donc vous verrez que les paramètres ne sont pas actifs, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que le FlexFuel existe déjà dans le logiciel, dans le programme qui est intégré dans le calculateur, sauf qu'il est effectivement désactivé. Donc ce qui va nous intéresser, puisque on va pouvoir l'activer et ensuite modifier les différents onglets qui vont nous permettre d'optimiser le moteur en fonction du taux d'éthanol mesuré. Déjà vous voyez sur l'écran qu'il y a pas mal de paramètres qui concernent l'éthanol sur cet onglet, ce qui est très intéressant, comme vous avez par exemple le pourcentage par défaut, vous avez des paramètres de délai de volume, des paramètres qui indiquent le taux maximum mesurable d'éthanol. Donc là on est à 80% par défaut. Bon, ça c'est une configuration d'usine, hein. Et puis on a les autres paramétrages du calculateur qui nous intéressent moins, mais qui sont présents aussi, où on voit, vous voyez bien pour ceux qui fouinent un petit peu dans les cartographies d'injection sur des logiciels un petit peu moins performants, ou en tout cas qui vont un peu moins en profondeur dans les calculateurs comme Fast par exemple. On voit ici par exemple les paramètres de sonde lambda, les paramètres open loop qui existent dans tous les fonctionnements de moteurs à injection, les paramètres de power enrichment. Ça c'est un paramètre qui est intéressant aussi, puisque c'est le paramètre qui va permettre en mode WOT, c'est-à-dire wide open throttle, donc pédale à fond, pédale d'accélérateur à fond. On n'utilise plus le mode closed loop, on est en open loop, et donc on s'appuie sur des tables qui contiennent les valeurs d'enrichissement pour une mesure de dépression et de MAF donnée. Mais on s'aperçoit que sur l'escalade par exemple, eh bien, le mode power, donc c'est vraiment ce qui va permettre de donner la puissance max au moteur, n'est pas actif avant 5000 tours. Donc en quelque sorte, ce mode là est désactivé. Ensuite on va trouver d'autres paramétrages qui concernent par exemple le displacement on demand. Donc pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de fonctionnement qui va permettre de débrayer des cylindres. Quand on est en V8, on va pouvoir passer en V4. Donc c'est tous les paramètres qui permettent de gérer le passage de 8 cylindres en 4 cylindres. On appelle ça aussi la FM, donc l'Active Fuel Management. Et tout ce principe-là, en fait, est activé dans le modèle 2009 Escalade. Je vous montrerai après
un fichier que j'ai récupéré sur le site HP Tuner, puisqu'on a la possibilité de partager ce qu'on appelle les tunes. Et vous verrez que sur le 2009, la partie DOD est activée et la partie FlexFuel est activée aussi. Et vous verrez la différence entre un escalade 2007 sur lequel les paramètres ne sont pas présents et un escalade 2009 sur lequel les paramètres sont présents, puisqu'il y a une super fonction dans ce logiciel qui s'appelle compare et qui va permettre tout simplement et facilement de vérifier et de voir de manière simple quelles sont les différences entre les deux programmations. En tout cas, sur ce fichier-là qui correspond à mon véhicule, on voit bien que les paramètres de DOD et les paramètres de FlexFuel sont désactivés. Le paramétrage FlexFuel, qui est ici, est activé forcément lorsqu'on utilise le FlexFuel. Comme vous le voyez, il y a le petit champ qui passe en rouge pour dire que la valeur a été modifiée par rapport au fichier d'origine. Et ensuite, en dessous, on a le type de senseur. Donc, sur la première vidéo, vous avez vu que la sonde, elle est physique, elle est réelle, donc elle est branchée sur l'alimentation en carburant. Sur le programme du E38, on a possibilité de gérer un fuel sensor virtual. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre comme type de sensor, mais en fait, ce qu'a fait GM, c'est qu'ils ont supprimé carrément les sondes de mesure d'éthanol, parce que, bon, d'abord, je pense que pour une question de coût, ou pour d'autres raisons, peut-être aussi sur des problèmes de fiabilité. Je n'ai pas la raison exacte, il faudrait faire une recherche. Ils ont donc fabriqué dans l'algorithme du programme du E38 un senseur virtuel. Alors comment il réagit, comment il va pouvoir mesurer qu'il y a de l'éthanol dans l'essence et à quel pourcentage, puisqu'en fait le flex fuel, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on peut passer de 0% d'éthanol à 100% d'éthanol, et ce qui veut dire qu'il doit pouvoir adapter systématiquement la valeur d'enrichissement et l'AFR, puisque l'AFR de base, on a à 14,7, donc l'air fuel ratio, on a 14,7 pour de l'essence, donc c'est l'équivalent en fait. Quand on va passer en éthanol, on va tomber à presque à 9, et donc il va bien falloir que le calculateur puisse mesurer le taux d'éthanol pour pouvoir modifier l'AFR de base et ainsi modifier les temps d'injection. Donc le senseur virtuel, comment il fonctionne? C'est un algorithme qui a été développé par GM et qui a été intégré dans ce calculateur, dans le programme de ce calculateur, qui s'appuie sur la quantité d'essence. Lorsque vous mettez le contact, en fait, le calculateur va mesurer le niveau d'essence dans le réservoir. Donc si vous êtes par exemple à 40 litres et que la valeur n'a pas bougé par rapport à la dernière mesure du taux d'éthanol, il va considérer que le taux n'a pas changé. Si par contre le niveau d'essence a changé dans le réservoir, c'est-à-dire que vous avez rempli le réservoir avec une quantité minimum que GM a déterminée qui est de 11 litres, si vous avez rajouté 11 litres et que c'est de l'éthanol par exemple, forcément il va y avoir une erreur sur les mesures des sondes lambda. Donc la mesure d'AFR ne va plus être à 14,7, elle va être différente. Et c'est cette erreur-là qui va être utilisée justement pour calculer le taux d'éthanol. Alors vous allez me dire c'est un peu un coup de poker, mais non, parce que c'est bien foutu, parce qu'en fait, si vous rajoutez 11 litres d'essence, 11 litres d'éthanol dans un réservoir qui fait 11 litres d'essence, vous allez tomber donc à 50% d'éthanol. Donc la sonde lambda, quand elle va commencer à prendre la mesure des gaz d'échappement, elle va s'apercevoir qu'il y a un problème au niveau de l'AFR. Et du coup, automatiquement, elle va commencer à déclencher son calcul. Et donc,
le calcul va déterminer quel AFR va permettre de réduire l'erreur mesurée à la sonde lambda. Et c'est ce calcul-là qui va permettre de décaler automatiquement l'AFR de base. Donc il faut vraiment qu'il y ait 11 litres d'écart entre la mesure du réservoir et le fait de mettre le contact sur le véhicule. Si vous êtes en dessous de 11 litres, il n'y a pas de calcul. Donc il considère qu'à 5 litres d'écart, il n'y a pas besoin de modifier l'AFR. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont prévu le fonctionnement du senseur virtuel. C'est chiadé, mais n'empêche que c'est quand même bien foutu. La seule chose que je critiquerais, c'est que si par exemple vous faites le plein d'essence et que le véhicule est en côte, le niveau d'essence est complètement faussé, et moi je l'ai constaté avec le mien. Dès l'instant que vous êtes en côte ou en descente, de toute façon, le, comment ça s'appelle, le flotteur dans le réservoir varie très très vite, et ce qui fait qu'on se retrouve avec des valeurs de niveau d'essence qui sont complètement erronées. Donc là-dessus, je ne sais pas comment ils l'ont mesuré, comment ils ont déterminé qu'il y avait un pourcentage d'erreur et que c'était pas gênant. Parce qu'effectivement, on peut mesurer, vous le verrez dans le scanner, on peut obtenir le niveau d'essence dans le réservoir en temps réel. Donc c'est un paramètre qui est quand même intéressant. Puis en plus qui est important, en tout cas pour le calcul de l'AFR. Donc il faut impérativement que le niveau d'essence soit mesuré. S'il y a un défaut sur la sonde, automatiquement le calcul ne peut plus se faire, et là ça va forcément allumer le voyant moteur sur le tableau de bord. Donc bon. Donc revenons-en à nos moutons. Donc le calculateur dans ce mode actuel n'est pas équipé FlexFuel, donc les paramètres sont désactivés. Maintenant je vais vous montrer la même chose sur un véhicule qui est équipé. Donc je vais ouvrir un fichier de 2009. Voilà. Je vais même prendre un fichier qui n'a pas été modifié parce que celui-là je l'ai un peu déjà tordu. Voilà. Escalade 2009 Stock Tune. Donc ça je l'ai récupéré sur le site HP Tuner. Voilà. Je vais dans la section moteur. Et vous voyez qu'ici on est bien activé et en mode virtuel. Les autres paramètres n'ont pas été modifiés. Bon, c'est un choix. Au niveau du DOD, sur ce modèle-là, il est désactivé, mais je pourrais trouver un modèle peut-être 2010 où le mode est activé pour vous montrer. Mais bon, c'était pas le but de la vidéo. Autre chose importante, dans la partie injection fuel, on a ici l'AFR sur lequel vous voyez qu'il y a effectivement le taux d'éthanol qui est mesuré, et lorsque vous êtes à 100% d'éthanol, vous voyez que l'AFR, donc la valeur stoichiométrique, se trouve à 8,9 contre 14, presque 7 quand on est en sans-plomb. Donc vous voyez que la variation est très forte, puisqu'on est presque à 50%. Donc les valeurs sont importantes pour le calcul de l'injection. Donc ça c'est une table de référence. Donc cette table de référence va servir lorsque la sonde va mesurer le taux d'éthanol. Elle va positionner en face l'AFR nécessaire pour que les injecteurs puissent calculer leur nouveau temps d'injection. Voilà. Et vous voyez qu'ici c'est marqué, à chaque fois il y a un paramètre, c'est marqué en bas. Vous voyez ici. Cette table est utilisée pour les véhicules qui ont la double carburation. Voilà. Donc la valeur AFR est déterminée par la valeur retournée dans cette table, et la position dans cette table est déterminée par la quantité d'alcool dans le système, dans le carburant, qui a été reporté, mesuré, on va dire, par le senseur. Voilà. Et ça va de 0 à 100%. Donc tout est expliqué. Ensuite, on va retrouver, alors ça c'est important, c'est la partie injecteur, parce que dans
dans le Cadillac Escalade 2007, l'injecteur de base est calculé pour donner uniquement du samplon, donc avec un débit plus faible qu'en éthanol, puisqu'en éthanol on va jusqu'à 30% de plus, hein, au niveau de la quantité d'essence pour le même volume par rapport à la quantité d'éthanol par rapport à l'essence pour le même volume d'air. Donc, ce qui veut dire que les injecteurs doivent pouvoir injecter beaucoup plus longtemps, donc avec un débit plus élevé. Donc, on a ici différents paramètres et en particulier les flow rates. Donc, les flow rates, en fait, ce sont des valeurs qui permettent de mesurer pour différents paramètres, comme vous le voyez. Donc, il y a la tension, il y a la température de l'air, il y a la dépression et il y a le flux, qui permettent de mesurer en fait et de déterminer des valeurs de fonctionnement de l'injecteur. Et c'est ces valeurs-là que l'on va changer quand on va changer les injecteurs. Donc si vous achetez des injecteurs plus gros pour mettre dans un véhicule, il faut toujours avoir ce qu'on appelle le data flow rate, donc toute cette colonne-là, qu'il va falloir injecter dans le calculateur pour que le calculateur puisse calculer correctement le temps d'injection. Donc c'est très important. Et le temps d'injection aussi en fonction de la tension d'alimentation des injecteurs, parce que sur une batterie qui est, enfin pas forcément une batterie, mais puisqu'il y a l'alternateur qui fournit le courant nécessaire, mais s'il y a une défaillance, que la tension baisse, il faut que l'injecteur puisse recalculer, enfin pas l'injecteur, le calculateur recalcule le temps d'injection en fonction de la tension d'alimentation. Donc c'est important, c'est pas forcément grand chose, ça peut être 0,5 volts, mais ça suffit pour jouer sur le temps d'injection. Donc ils ont adapté tous ces paramètres. Ensuite, l'onglet le plus important lorsqu'on travaille en éthanol, c'est bien entendu, pour ceux qui l'ont déjà vu ou lu ou même vécu sur des installations, c'est la partie avance, puisque en éthanol on est à plus de 100 d'octane, donc ça permet de pouvoir optimiser le fonctionnement moteur, puisqu'on peut augmenter l'avance à l'allumage. Et grâce à ça, en fait, on permet du coup d'optimiser le fonctionnement du moteur et d'éviter d'avoir des mêmes caractéristiques d'avance que le samplon, et du coup d'avoir une perte de puissance et une perte d'optimisation. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a deux tables pour la base d'avance allumage, avec ici des valeurs qui dépendent du flux d'air, avec le régime moteur, et on a une belle petite courbe d'origine sur ce moulin. Voilà. Donc ça c'est la cartographie de base de l'allumage. Ensuite on a la même cartographie lorsqu'on est en low octane. Donc le low octane il va permettre de tourner, faire fonctionner un moteur avec un taux d'octane plus faible. Et comme ce genre de véhicule est équipé de sondes de détection de cliquetis, ça va permettre de réajuster automatiquement les valeurs d'avance en fonction du taux de cliquetis mesuré, puisque le calculateur, ce modèle-là est intelligent. Quand il va mesurer, quand il va détecter du cliquetis, il va faire un apprentissage au niveau du cliquetis. Ça veut dire que si par exemple il détecte des cliquetis très fréquents sur une période donnée, il va automatiquement ajuster l'avance à l'allumage de manière à ce que les cliquetis disparaissent. Ça fonctionne un petit peu comme le TFT pour le fuel, mais là c'est un peu pareil pour l'avance à l'allumage. Donc s'il y a trop de cliquetis, il va basculer la cartographie sur la table d'avance à allumage low octane automatiquement. Donc c'est intéressant. Alors c'est intéressant pour le bon fonctionnement du moteur. Par contre, en termes de perf, forcément il y a une perte. Donc on évite au maximum d'avoir du knock lorsqu'on mesure au scanner. Et là, ça fait partie du tuning justement du calculateur en fonction de l'état du moteur et forcément de la qualité de l'essence qu'on va mettre dedans. Et ça permet d'optimiser le fonctionnement moteur et de garder un moteur avec une puissance optimale permanente. Voilà.
Ensuite, on a ici effectivement tout ce qui est timing par rapport à l'alcool. Alors, il faut se méfier sur ces calculateurs-là parce que l'éthanol peut être marqué éthanol, mais peut être marqué aussi alcool. Donc, il faut se méfier un petit peu de ces termes qui sont employés. Il y a de quoi se tromper. Les paramètres qui sont importants aussi, ce sont les paramètres de modification en fonction du flex fuel. Donc on est toujours dans l'onglet avance. Et là vous voyez qu'il y a trois tables. Il y a la table flex fuel, la table gaz, donc essence sans plomb, et alcool. Le flex fuel, comme vous le voyez, il permet d'optimiser l'avancée à l'allumage en fonction du fonctionnement en mode flex fuel. Donc on voit bien que dès l'instant où on est en flex fuel, on modifie les valeurs d'avance puisqu'on va retirer par exemple à 2200 tours et en fonction du débit d'air qui est mesuré par le MAF, ben on va retirer 5 degrés ou ajouter une valeur en fonction du régime moteur. Ce qui permet d'optimiser la cartographie quand on tourne en flex fuel. Voilà principalement les informations qui nous intéressent quand on fait fonctionner le flex fuel. Donc maintenant je vais vous montrer la comparaison entre cette table-là et la configuration de la mienne. Voilà. Donc là j'ai chargé le mien et maintenant je vais ouvrir en mode comparaison le 2009. Voilà. Et donc vous voyez tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui a été modifié dans le modèle 2009 pour pouvoir faire fonctionner correctement en fait le fonctionnement en flex fuel. Alors bien entendu, tous les paramètres ne sont pas à recopier puisqu'il y a des paramètres qui ont été adaptés sur le modèle 2009 en fonction des différentes sondes qu'ils ont installées aussi. Donc ce qui va nous intéresser nous, c'est toute la partie flex fuel. Donc si je prends par exemple cette table-là, vous voyez que sur le modèle 2007, le mien, eh bien, la table flex fuel d'avance à allumage est pas du tout implémentée. Donc ce qui est normal puisque le flex fuel n'est pas actif. Sur le 2009, on voit ce qui a été implémenté. Et donc ce qui est très très intéressant dans ce logiciel-là, c'est que je peux prendre toutes ces valeurs-là et les recopier dans ma table. Il y a une autre façon aussi de modifier les paramètres, c'est d'aller dans la fonction compare et view comparison log, et là on a une autre méthode d'affichage des paramètres modifiés, et on voit qu'ici par exemple très intéressant, par exemple la partie mass airflow, donc là qui est différente parce que par exemple sur le 2009 le mass airflow a dû être changé. La table volumétrique efficiency qui a été changée aussi. Bon, ça c'est des paramètres qu'on ne va pas récupérer. L'arbre à cam avec donc les cams variables où il y a des paramètres qui sont changés. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que toute la partie injecteur donc a été modifiée pour être compatible avec les nouveaux injecteurs. Il y a d'autres paramètres bien entendu qui ont été modifiés. Si je prends par exemple les tables d'avance, comme je vous disais, donc on voit ici toutes les tables qui ont été changées en fonction de la présence de flex fuel ou pas. Voilà. On va pas faire tout le tour de la comparaison puisqu'il y a d'autres, il y a plein d'autres paramètres qui sont intéressants.
mais c'était pas le but de la vidéo. Voilà, donc vous voyez que c'est globalement un logiciel qui est très, enfin pas on va dire qui est simple d'utilisation parce qu'il faut connaître les paramètres qu'on va modifier, mais en tout cas pour faire une conversion FlexFuel d'un modèle 2007, comme je disais dans la première vidéo, remplacement des injecteurs par des injecteurs qui viennent d'un 2009, avec juste une adaptation puisqu'ils sont un peu plus petits, donc il faut mettre ce qu'ils appellent des spacers, donc qui permettent d'augmenter la hauteur de l'injecteur pour être compatible avec le rail. Une fois qu'on a fait l'installation de la sonde, après il suffit de récupérer le tune d'un 2009 et puis de l'adapter sur son 2007. Et la seule chose que j'ai modifié pour la partie FlexFuel, c'est que j'ai mis un senseur réel, un physique, et puis j'ai mis par exemple ici le default pourcentage 10%, ce qui permet au calculateur automatiquement, lorsqu'il démarre, de mesurer 10% par défaut d'éthanol et il va automatiquement réajuster. C'est une valeur qui a été conseillée sur des forums pour éviter de partir à zéro. Ici, le délai volume qui est à 0 litres, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais en fait, qui est paramétrable lorsque l'installation de la sonde se fait beaucoup plus loin que juste là où je l'ai installé, c'est-à-dire devant les rails. Par exemple, si la sonde est installée à côté du réservoir d'essence, lorsque la sonde va détecter qu'on est déjà en flex fuel, l'essence n'est pas encore arrivée au rail. Il faut qu'elle aille jusqu'au rail et il peut se passer facilement 30 secondes à 1 minute, voire 2, suivant la consommation du véhicule. Et donc, on peut passer une quantité d'essence qui peut varier de 1 litre, 2 litres, 5 litres, je ne sais pas. Et donc, ce délai volume permet justement de faire adapter le calculateur en fonction de la position de la sonde dans l'installation. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des paramétrages FlexFuel. Donc globalement, vous voyez qu'il y a une fonction de compare qui est très intéressante, qui permet de ne rien oublier. Sinon, après, si vous avez d'autres questions concernant d'autres paramètres que le FlexFuel, bah, n'hésitez pas. Je pourrais vous montrer par exemple les paramètres de transmission qui sont, euh, qui sont balèzes, puisqu'on on a énormément de paramètres, comme vous le voyez. C'est une boîte automatique, une 6L80, qui est entièrement paramétrable, puisqu'on peut jouer sur les pressions de shift, donc le changement de vitesse. On peut jouer aussi, et ça je l'ai modifié parce que c'était très intéressant, un exemple très concret, c'est une boîte 6 rapports. Quand vous êtes sur une nationale, que vous êtes par exemple sur nos super nationales à 80 km/h, vous êtes en 6ème, vous voulez appuyer pour doubler, bah, par défaut, la 6L80, elle reste en 6ème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment appuyer fort pour basculer presque en 4ème. Elle ne s'est pas rétrogradée doucement en 5ème. Ça, c'est le paramétrage de base qui a été fait par GM. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se sont plaints sur des forums américains parce qu'ils disent que de ce point de vue-là, elle a été très mal paramétrée. Donc j'ai retouché ces paramètres-là, ce qui fait que maintenant, dès que j'appuie légèrement sur la pédale, je vais repasser en 5ème et ça permet de redonner du couple au moteur puisqu'on monte un petit peu en régime. Donc c'est vachement pratique. Donc vous voyez, donc c'est des paramètres sur lesquels on peut agir. Alors bien entendu, c'est complexe, hein. Moi j'ai passé quand même pas mal d'heures pour bien comprendre le fonctionnement de la boîte. Et encore, j'ai pas encore vu tout parce que c'est très complexe. Mais au moins l'avantage c'est que on peut l'optimiser en fonction de ce qu'on a envie. On peut même modifier les shift pressure comme vous voyez ici pour chaque rapport de vitesse, etc. Ça permet de l'adapter en fait quand on fait par exemple, si j'imagine des corvettes qui sont équipées de cette boîte et qui veulent faire du 400 mètres, ben on peut très bien modifier les fonctionnements de la boîte pour la rendre un peu plus costaud. Pour éviter les glissements entre les disques par exemple quand les pressions de shift sont trop faibles. Donc c'est plein de paramètres qui sont très intéressants.
Et il y a d'autres fonctions dans ce logiciel qui sont très intéressantes aussi. C'est la partie, euh, la partie diag où on a l'intégralité des messages d'erreur qui sont retransmis au tableau de bord ou avec une petite valise lorsqu'il y a une panne. Donc, par exemple, quand on active le FlexFuel, bah, il ne faut pas oublier d'activer les paramètres du calculateur qui vont permettre d'avertir l'utilisateur quand il y a un problème. Vous voyez par exemple les P0 178 et 179 qui sont les codes, les DTC codes qui remontent quand il y a un défaut. Donc il ne faut pas oublier de les activer parce que s'il y a un défaut sur la sonde et que on n'a pas prévu d'allumer le voyant moteur, automatiquement on va avoir un défaut de fonctionnement de l'injection et on ne le verra pas. Donc il ne faut pas oublier de l'activer. Et puis il y a aussi celui-là qu'il faut activer, qui est l'incorrect fuel composition. Ça veut dire par exemple la sonde fonctionne, mais elle va détecter 0% d'éthanol alors qu'on est à 50%, ou elle va détecter une valeur encore plus élevée qui n'est pas possible. Donc le calculateur va automatiquement allumer le voyant moteur aussi. Voilà pour cette première vidéo. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me le dire sur le forum. Et puis la prochaine vidéo sera consacrée donc au scanner. Vous verrez tout ce qu'on peut visualiser avec le scanner, qui est très performant, très puissant, puisqu'on peut afficher énormément de paramètres, et pas seulement les paramètres moteurs, mais on peut faire aussi des calculs mathématiques pour afficher des valeurs qui proviennent de différentes sondes et vérifier le fonctionnement du moteur. Et grâce au scanner, on peut aussi customiser la cartographie pour que le fonctionnement du moteur soit encore plus proche de la perfection. Éviter le knock par exemple, qui est un des paramètres les plus importants pour la réduction de la puissance moteur. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut travailler avec une habitude du logiciel assez facilement. Voilà, donc je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, ciao.